Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3505 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 8 décembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le milieu écossais du Napoli. Il s'agit de Scott McTominay. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, ce genre tellement sous-coté, bon anniversaire à lui. Reece James fête aujourd'hui ses 26 ans, le défenseur droit de Chelsea. Un autre joueur de Chelsea, c'est Raheem Sterling, fête aujourd'hui ses 31 ans. L'ailier droit ou par exemple pourrait prendre qui? Lassine Sinayoko, l'avant-centre de l'équipe de l'AG Auxerre, il fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur le week-end. On commence comme d'habitude avec la Ligue 1 et le dernier match qui s'est joué hier soir. C'était entre Lorient et l'équipe de Lyon. Et on peut voir le résultat final, une petite victoire, mais victoire importante bien sûr. Pour les Lorientais, victoire 1-0 face à l'Olympique Lyonnais. Donc les statistiques, il y a eu double de tirs pour l'équipe de Lorient, 6 tirs cadrés contre 4 seulement pour l'équipe de Lyon. Donc victoire de Lorient, une victoire importante bien sûr dans l'optique de se maintenir en Ligue 1. Donc l'homme du match, c'est le gardien. Lorient qui a réalisé pas mal d'arrêts. Et la muraille suisse, Ivan Mvogo, est élu homme du match lors de cette rencontre de Ligue 1 hier. Et concernant Moussa Niakhaté, donc le joueur sénégalais de Lyon, il a dit, c'est pas possible de faire une première mi-temps comme ça et espérer gagner un match. Je sais pas, j'ai pas regardé le match hier, mais la première mi-temps ne devait pas être bonne de l'Olympique Lyonnais. Il a dit c'est compliqué d'aller plus haut avec cette irrégularité. Ils ont battu beaucoup de grosses équipes au Moustoir, par exemple Monaco avait été battu par exemple du côté de Lorient. Donc aujourd'hui on est encore une victime. Voilà, en parlant de Lyon bien sûr qui a perdu du côté de Lorient. On continue, on va parler cette fois-ci du leader. Et il reste leader, c'est l'équipe de Lens qui jouait du côté du FC Nantes et Lens s'est imposé 2-1. C'était samedi après-midi le match. On peut voir les stats, les stats totalement faveur bien sûr des Lensois avec 20 tirs pour Lens, 10 seulement pour Nantes, donc il n'y a rien à dire. Lens mérite totalement sa victoire et Lens continue à performer. Les 5 derniers matchs de Ligue 1, 5 victoires, donc contre Lorient, contre Monaco, contre Strasbourg, contre Angers et du coup contre Nantes ce week-end. Donc tout va bien. Tout va bien actuellement du côté de Lens et côté nantais avec cette défaite de 1. Attention au coach Luis Castro parce que le FC Nantes est sur le point de virer son propre coach. En gros, le coach portugais ne parle plus à ses dirigeants avec qui la rupture semble désormais totale. Et avec cette victoire contre, peut-être le leader lensois, ça semble très mauvais pour Luis Castro. Il restera peut-être en place pour le prochain match, j'en sais rien. Mais s'il y a encore un mauvais résultat, ça pourrait changer d'entraîneur du côté du FC Nantes. On continue avec le Paris Saint-Germain qui jouait cette dernière rencontre à domicile pour eux au Parc des Princes sur cette année 2025. Et victoire 5-0 contre Rennes, les gars qui étaient sur 4 victoires d'affilée. Le Stade Rennais, ça a été festival de buts samedi soir du côté du Parc des Princes. Donc les buteurs, Kvaratskhelia inscrit un doublé, Maulu buteur, Mbaye buteur et également Gonzalo Ramos en toute fin de match. Et du coup Manita pour cette équipe parisienne. Donc les statistiques, plus de 20 tirs, 9 tirs cadrés et 5 buts inscrits lors de ce match à sens unique. Un RDLG 2.22 et seulement 0,24 pour l'équipe de Rennes. Et Kvaratskhelia logiquement a été élu homme du match. Lui qui a inscrit un doublé lors de cette rencontre. Avec 16 buteurs différents, et le PSG, la menace offensive la plus diversifiée d'Europe cette saison. Donc dans le top 5 européen, les Parisiens sont premiers devant le Bayern, Brighton et Lille. 13 buteurs différents, mais du côté du PSG, il y a 16 buteurs différents cette saison. Donc c'est-à-dire le danger peut venir de partout. Des attaquants bien sûr, des milieux, des défenseurs. Donc c'est pour ça que c'est très diversifié. C'est pour ça que pour les équipes adverses, c'est très compliqué de gérer tout ça. Parce que tout le monde peut marquer du côté de Paris. Tiens, lui, il a marqué son premier but au Parc. Donc hier, donc Mbaye, le jeune Sénégalais en 2008. Donc c'est un rêve d'enfant, même si je suis encore un enfant. Donc le jeune Parisien a marqué au Parc, donc samedi soir, pour la première fois de sa jeune carrière. Et concernant Luis Enrique, donc il est en interview, donc il a pu faire jouer bien sûr Mbaye qui a été buteur, c'est un jeune Titi on va dire, donc les Titi c'est ceux qui sortent du centre de formation. Et il y avait aussi le jeune Camara et Boli qui étaient dans le groupe mais n'ont pas joué. Donc il a dit, si un joueur du PSG joue, c'est qu'il le mérite bien sûr de jouer. Même ma grand-mère peut jouer, même si elle est décédée, voilà ce qu'il a pu dire. Mais pas de cadeau, il a dit, je ne fais aucun cadeau. Si tu ne joues pas, c'est que tu dois encore progresser. Donc il a dit que Camara et Boli, non, ils étaient dans le groupe mais n'ont pas joué, mais il a dit qu'ils doivent encore progresser pour avoir du temps de jeu tout simplement en équipe première, parce que lui on sait qu'il est, ça ne le gêne pas, tout dépend de l'âge, même si tu as 16 ans, si tu es bon tu joueras. On a pu voir avec beaucoup de jeunes joueurs du côté de Paris, mais en tout cas ces deux-là, ils doivent encore progresser, on peut dire, pour intégrer l'équipe première. Et toujours avec Enrique, donc il est en conférence de presse, puis un journaliste lui a dit, Zarbani est absent. Est-ce en rapport avec la titularisation de Safonov, qui était pour la première fois titulaire, en plus il a fait un gros match, le gardien russe, un clean sheet. Donc il a dit, c'est incroyable, chaque fois que vous posez une question, c'est pour créer un problème. Il était malade, point, pas de polémique. Voilà, pour lui, il n'y avait pas de polémique. Zarbani était malade, soi-disant, même si, c'est d'autres sources disent c'est parce qu'il n'était pas là, parce qu'en gros Safonov
était titulaire en gros. Donc Zarbani prend le soin de ne pas associer son image à celle de Safonov. Il n'est pas que Zarbani est ukrainien et Safonov est russe et vous savez ce qui se passe entre les deux pays, hein. On ne va pas rentrer dans ça mais vous savez que c'est chaud. Donc l'Ukrainien était-il vraiment malade face à Rennes? Et ben les spéculations vont bon train, même si le PSG dément bien sûr, hein. Luis Enrique l'a dit non, c'est parce qu'il était malade. Peut-être qu'il n'était pas malade juste parce qu'il ne voulait pas être dans le groupe, dans l'équipe du PSG, parce qu'il savait que Safonov allait jouer vu que Chevalier était forfait. Et du coup, c'est pour ça qu'il s'est dit non, moi du coup je joue pas parce que voilà, le gardien russe va être titulaire. Hein. Donc vous pensez qu'on ne l'a pas pris dans notre réflexion, indique-t-on au club, hein, sur la cohabitation bien sûr entre les deux hommes. Hein. Entre les deux, il n'y a rien d'anormal, il y a du respect sur le plan professionnel. Voilà, c'est des collègues de travail. Donc Angelina, donc compagne de Zarbani, a posté sur son Telegram un message énigmatique interprété en russe. Enfin en Russie et en Ukraine, hein, comme un signe d'un possible refus du défenseur de jouer ce match en gros. Voilà, c'est la copine de Zarbani en gros qui a envoyé un petit message en disant voilà, oui, il n'a pas joué parce qu'en gros Safonov bien sûr était là, hein, parce qu'il n'était pas du tout malade, hein, Zarbani. Donc en Ukraine, l'absence de Zarbani a été accueillie avec soulagement alors que le joueur a dénoncé à maintes reprises bien sûr les attaques russes hein, sur l'Ukraine. Donc voilà, hein, concernant ces deux-là. On continue les gars avec d'autres matchs. Hein. Nice-Angers, on sait que Nice, hein, la semaine, on a beaucoup parlé. Hein. Toute la semaine dernière, on parlait à chaque fois une fois de Nice, hein, que c'était le chaos total. Et encore le chaos, encore plus dans le chaos. Ils ont perdu 1-0 à domicile face à l'équipe d'Angers. Donc voilà, c'est toujours autant catastrophique à l'équipe de Nice et c'est quand même la 7e défaite d'affilée. Regardez, Angers, Lorient, Porto, Marseille, Metz, Fribourg, le Paris Saint-Germain. Ils ont tout perdu leur match tout simplement, cette équipe de Nice. C'est oui, voilà, c'est la crise totale. Hein. Quel autre mot employer quand tu vois ça, bien sûr. Donc s'il s'agit de la pire série en Europe, hein, aucune équipe en Europe, les gars, est sur 7 défaites d'affilée, à part Nice, qui est en train de réaliser cette performance. Et Nice, les gars, ont encaissé quand même son 43e but cette saison, toute compétition confondue. Seul Francfort, 44 buts encaissés, fait pire parmi les 5 gros championnats européens. Voilà. Donc là aussi c'est une stat catastrophique bien sûr sur quasiment 100 équipes, hein. C'est eux les deuxièmes pire, enfin plus pire derrière on va dire Francfort, enfin, ça se dit pas plus pire mais voilà, hein, vous avez compris bien sûr ce que veut dire cette info. Et Evan Diouf, hein, donc le gardien la sénégalais de Nice, après la défaite il a dit c'est en restant soudé qu'on peut inverser la tendance, c'était un match difficile mais on n'a pas lâché, je pense qu'on a affiché un bel état d'esprit même si ça n'a pas suffi, on sait qu'on est dans une période compliquée où les scénarios vont contre nous. Donc voilà, donc là il reste dans la crise totale, hein, bien sûr, cette équipe de Nice, hein, n'oubliez pas qu'ils jouent cette semaine en Coupe d'Europe, ça sera jeudi soir. Et à noter que les joueurs de Nice, hein, ont porté des maillots floqués Mofi et Boga avant la rencontre face à Angers. Voilà, là parce que les deux, souvenez-vous, avaient été frappés. Ils avaient reçu des coups un dimanche dernier. Voilà, il y a 8 jours après le match perdu contre Lorient. Et du coup, pour leur apporter leur soutien, donc voilà, il y avait moitié des maillots Boga et moitié maillot Terem Mofi. Et à noter que lors de ce match également, Tanguy Ndombele est de retour. Son premier match depuis le 23 février 2025. Il est déjà rentré directement, il s'est fait siffler. Il n'a pas joué cette saison, mais bon, voilà, parce qu'il est aussi voilà, du côté de Nice, donc lui aussi il en a pris pour son grade, hein, donc il est blessé depuis, ça faisait quasiment 10 mois, il est revenu, ça c'est peut-être une bonne nouvelle, oui pour le joueur et peut-être pour Nice, hein, parce que pour apporter Tanguy Ndombele. D'autres résultats lors de cette journée de Ligue 1, tiens, l'AG Auxerre contre Metz, donc là c'était le match de la peur, un match où il ne fallait absolument pas perdre pour une des deux équipes, parce que c'est le dernier contre l'avant-dernier, et c'est l'AG Auxerre qui réalise la très bonne opération, s'imposant 3-1 face au FC Metz, donc victoire logique et méritée, hein, des Bourguignons. Et l'AG Auxerre remporte son premier match, hein, depuis le 21 septembre dernier. Ils ont gagné contre Toulouse, donc le 21 septembre dernier, puis depuis, voilà, ça a été ça, puis ils regagnent enfin un match, hein, contre Metz, donc ça va leur faire beaucoup de bien à cette équipe. Toulouse contre Strasbourg, victoire des Toulousains 1-0, donc victoire, bon, pas eu beaucoup de tirs dans le match, hein, seulement 6 pour Toulouse, 3 pour Strasbourg, voilà, il y a eu 9 tirs dans le match, donc les supporters c'était pas non plus le match de l'année, bon c'est Toulouse qui s'en sort bien avec une victoire 1-0. Le Havre contre le Paris FC 0-0, même stat, hein, 13 tirs pour les deux équipes, 2 tirs cadrés, personne n'a réussi à marquer, donc du coup partage des points entre ces deux équipes. Du coup tous les résultats de cette journée de Ligue 1. On a parlé de tous les matchs, hein, bien sûr, Lille-Marseille, on avait parlé samedi, et aussi le match Brest-Monaco. Concernant l'équipe type, voilà, de cette 15e journée, donc pas mal de Parisiens, enfin moins 2, hein, donc Maïlu et Kvaratskhelia, bien sûr, les deux ont été buteurs. Thauvin aussi, qui a été buteur avec Lens, est présent dans cette équipe. Donc voilà, concernant bien sûr les meilleurs joueurs. Concernant le classement des meilleurs buteurs de Ligue 1, donc ça n'a pas trop bougé parce que Greenwood n'a pas marqué ni Panicelli, ni Le Paul, ni Diop, ni Kebal. Del Castillo, je crois pas qu'il a marqué.
marqué. Donc voilà, ça bouge pas, toujours Greenwood actuellement, toujours le meilleur buteur de ce championnat français. Et le classement tout court, donc c'est simple, hein, le premier et le deuxième ont gagné, donc Lens et le PSG restent en tête, donc Lens toujours un point d'avance sur le Paris Saint-Germain, donc Marseille qui s'est incliné à Lille, et ben Lille est revenu sur Marseille, il y a un petit creux voilà, de 4 points d'écart entre le deuxième et le troisième, donc voilà, Marseille s'est serré, après il y a Lyon qui a avec 5e 24 points, donc voilà cette Ligue 1. Et concernant la Auxerre qui était dernière, et du coup vu qu'ils ont gagné, ben, ils ont grappillé 2 places, ils sont actuellement 16e voilà, de Ligue 1, et Nice tient 12e actuellement du championnat français. Rapidement en Ligue 2, voilà quelques résultats, donc on a parlé bien sûr des matchs déjà vendredi, on avait parlé samedi, hein. Donc les matchs de samedi, je n'avais pas parlé, donc 3 jeux contre Rodez, 1 partout, pour le leader là c'est peut-être 2 points perdus, hein, bien sûr pour les stacks de 3, la victoire de Pau 1-0 du côté de Montpellier, et la victoire de Dunkerque 1-0 du côté de Saint-Etienne, et ça pas mal de surprises hein, lors de la journée de samedi. Ce soir il reste un match, hein, Reims contre Laval, hein, pour clôturer cette journée de Ligue 2 et le classement, donc 3 toujours en tête devant Saint-Etienne, Restart, Le Mans et l'équipe de Pau, donc Reims hein, qui joue ce soir contre Laval, hein, donc Reims ils ont 25, donc s'ils gagnent, hein, ils pourraient potentiellement même passer 3e, hein, meilleure différence de but, ils ont plus 8, Red Star plus 6, donc ils pourraient être 3e de Ligue 2 ce soir s'ils s'imposent, hein, l'équipe de Reims peut faire le gros coup du week-end. On continue cette fois-ci, direction la Première Ligue et on commence tout d'abord avec Liverpool, ce match complètement fou contre Leeds United, donc 3 partout, et surtout Liverpool a mené quand même 2 fois dans le match, hein, puis mené 2-0, Hugo Ekitike a inscrit un doublé. Ils se sont fait revenir à 2-2, ils auront marqué le but du 3-2, on pensait que c'était bon, il y avait à la 95e minute du match, il y avait 3-2 pour Liverpool, et non les gars ils se sont fait égaliser à la 96e minute du match, et du coup 3-3. Voilà, Liverpool, on sait, c'est très très compliqué depuis 2 mois à peu près. Et ben, il reste totalement, on va dire, quasiment dans la crise, hein, cette équipe. Hein. Donc, tiens, Dominique Szoboszlai qui a marqué le but à la 80e. Et il dit, hein, il revient sur le match nul de Liverpool. Il a dit, je pense qu'on a cru que le match était fini à la 95e minute du match. Il y avait 3-2 pour son équipe. Donc voilà, pour lui, c'était les 3 points. Mais il a dit, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé après le 2-0. Tout d'abord, hein, je pense qu'on a cru que le match était fini. Et on s'était assuré dès le début que c'était le genre de match qu'on ne peut pas sous-estimer, bien sûr. Peut-être qu'après le penalty, ils ont profité de leur élan et sont revenus à 2 partout. On a pris l'avantage, ce qui était une bonne réaction, mais encaisser à nouveau un but sur coup de pied arrêté reste très frustrant. Voilà ce qu'il a pu dire, hein. Il pensait que le match était gagné, puis non. Il n'y a jamais de match gagné tant que le coup de sifflet n'est pas fait. La preuve avec Liverpool qui a pris enfin pas non plus une remontada, mais un comeback, hein, bien sûr, dans cette rencontre. Et concernant les supporters de Leeds, chante actuellement à Ancelotti, hein, tu vas être viré demain matin, voilà, parce qu'Ancelotti, on sait que sa situation est très très délicate, hein, du côté des Reds. Hein. Donc Ancelotti, pour l'instant, les gars, il a toujours le soutien de Liverpool. Bon, tant mieux pour lui, hein. Pourtant les résultats ne sont pas bons, hein, quand même depuis beaucoup de matchs. Hein. Mais pour l'instant, Liverpool ne compte pas changer d'entraîneur, et cela malgré aussi les dernières sorties publiques de Mohamed Salah, parce que Salah, les gars, il a commencé de nouveau sur le banc, son 3e match d'affilée sur le banc, et là, il n'a même pas joué. Sur le match, il a commencé sur le banc, il a fait tout le match sur le banc, il n'a même pas joué 1 minute. Et là, pour Salah, les gars, après, il était en zone mixte, hein, il est interviewé, il a tout lâché. Hein. J'ai l'impression que le club m'a trahi, c'est inacceptable. Donc déjà, voilà ce qu'il dit, hein, que le club leur est trahi. Le club de Liverpool, c'est lui qui a dit ça au micro. Hein. Donc Salah s'exprime sans filtre, hein, sur sa situation à Liverpool, 3 fois de suite sur le banc, parce que lui, les gars, saison dernière, meilleur joueur de la Première Ligue. Hein. Ils ont gagné le championnat, lui, le meilleur joueur, des stats folles. Et là, cette saison, c'est très compliqué. Donc je n'arrive pas à y croire, je suis très déçu. J'ai tellement donné pour ce club, surtout la saison dernière. Être sur le banc, je ne comprends pas. En gros, il ne comprend pas d'être sur le banc, tout simplement. Hein. J'ai dit à plusieurs reprises que j'entretenais de bonnes relations avec le coach. Hein. Et soudain, ce n'est plus le cas. Je ne sais pas pourquoi, en gros, le coach le mettait titulaire en début de saison. Et là, il est tout le temps sur le banc. Les 3 derniers matchs, il ne comprend pas, en gros, ça là. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive toujours à moi. On fait porter le chapeau à Mohamed Salah, car c'est lui le problème. Je ne pense pas que je le suis. Voilà, déjà, ça, c'est quand même des propos très forts, hein. Voilà, qui ont beaucoup fait parler. Hein. Et si si Salah disputait peut-être son dernier match le week-end prochain contre Brighton, hein, parce que Salah, on se dit, regardez, hein, les gars, il ouvre la porte à un départ dès janvier. Il a clairement sous-entendu, je serai à Anfield pour dire au revoir avant de partir à la CAN, parce que là, il partira à la CAN après. Donc là, ce sera son dernier match à domicile samedi prochain. Est-ce qu'il jouera ? On ne sait pas, parce que peut-être sera de nouveau sur le banc. J'ai dit à mes parents de venir au match, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est surtout cette phrase, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà, qui met le trouble total, hein, du côté de Liverpool sur le futur de Salah qui pourrait partir. Donc je ne sais pas si je vais jouer ou non, mais je vais profiter. Je me dis que je vais savourer ce match car je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Il leur dit, hein, c'est pas ce qui va se passer ensuite. Est-ce qu'il met la pression, bien sûr, à son coach pour dire, voilà, si tu ne me fais pas jouer, moi je partirai. On ne sait pas, mais voilà, c'est fort, hein, comme les propos de Mohamed Salah.
Et du coup, Liverpool, les gars, bien sûr, ils sont très très énervés, très furieux contre la sortie médiatique de Mohamed Salah sur la situation du club. Les Reds attendent des excuses publiques de la part du joueur par rapport à ses propos là sur Ancelotti, par rapport à qui menace de partir s'il joue pas. Là, Liverpool, ça passe pas du tout, alors que la relation est totalement cassée entre Ancelotti déjà le joueur, parce que Ancelotti le fait pas jouer, et même avec Liverpool, là, avec les supporters, tout ça, ils vont pas apprécier les supporters. La semaine prochaine, s'il joue, je pense qu'il aura des sifflets, ça là, par rapport à dire qu'il veut déjà partir, enfin qu'il veut partir parce qu'il joue pas. Voilà, c'est comme un professionnel, il touche des sommes énormes. Voilà, si l'entraîneur veut pas le faire jouer, c'est comme ça. C'est vrai qu'il n'a pas à dire ça. Après, il le fait. Regardez Michael Owen, qui est ancien attaquant de Liverpool, lui aussi, les gars, il est scandalisé par rapport à ça. Tiens, il a mentionné, regardez, sur son compte Twitter officiel, donc Mohamed Salah, donc il mentionne, je comprends ce que tu ressens. Tu as porté cette équipe à bout de bras pendant longtemps et tu as tout gagné, mais c'est un sport d'équipe et tu ne peux pas tenir de tels propos publiquement. Les déclarations qu'il a fait juste avant. Tu pars à la CAN dans une semaine. J'espère que tu vas te calmer, profiter de ton expérience avec ton pays et voir comment les choses évoluent à ton retour. Voilà, il lui dit en gros que la CAN là, j'espère, enfin pour Michael Owen, il espère que ça va lui faire du bien. Il va remettre les choses au clair. Peut-être il a dit ça aussi sur le coup de la colère, parce qu'il était sur le banc tout le match. Il n'a pas joué et du coup il a dit ces propos-là, bien sûr, qui ont beaucoup fait parler. Et bien sûr la presse anglaise. Dès qu'il y a des trucs comme ça, donc ils jettent dessus, bien sûr. Donc The Athletic, donc c'est une réaction égoïste et irrespectueuse de la part de Salah. James Pierce, donc un supporter, enfin c'est pas un supporter, c'est un chroniqueur. Il a dit Salah a déclenché une guerre civile avec Ancelotti. Entre les deux. Donc Téléfootball aussi, un site anglais. Sa sortie est centrée sur lui-même et son ego blessé, parce qu'il est. Voilà, son ego, voilà, parce que c'est un très grand joueur, d'être tout le temps sur le banc, ça passe pas bien sûr. Quant au respect, donc qui selon Salah lui fait défaut, il s'agit d'un club qui a renouvelé son contrat cette année avec un salaire largement supérieur. Il touche un salaire exceptionnel, il touche quasiment du 400 000 € par semaine, Salah quand même du côté de Liverpool. Donc voilà, après ce qu'il dit sur le club qui menace de partir, tout ça, ça fait beaucoup bien sûr réagir. Donc Liverpool l'a placé sur un trône au milieu d'Anfield avec une couronne sur la tête. On ne voit pas très bien en quoi cela revient à le jeter sous le bus. Donc voilà, parce qu'il a dit aussi d'autres déclarations que le Liverpool le jetait sous le bus, tout ça, que voilà, on a l'impression que la guerre est totalement ouverte entre Salah et l'équipe de Liverpool. Donc voilà, pour vous dire que Salah, les gars, il y a des chances vraiment qu'ils partent après la CAN et peut-être pendant le mercato hivernal qui commence dans moins d'un mois. Et toujours tiens avec Liverpool, et pour finir avec eux, on va parler aussi d'un joueur, les gars, qui est méconnaissable. Les Français, c'est Konaté. Ancelotti tient aussi sur le match de Konaté. Malheureusement, il est un peu trop présent sur les scènes de crime, c'est-à-dire sur les scènes où ils prennent un but, Liverpool, et il est souvent là, en gros, Konaté. Comme j'ai entendu en Angleterre, il fait beaucoup de bonnes choses, mais il est impliqué sur les buts que nous encaissons souvent. Il s'est encore fait, je ne sais pas s'il a été fautif sur combien de buts, mais il n'a pas fait un bon match, Konaté, lors du match contre Leeds. La rupture a l'air totale à Liverpool avec plusieurs joueurs. Donc voilà ce qui se passe actuellement du côté des Reds. Très très compliqué. C'est fou, Pourtant, au début de saison, les gars, ils ont joué leurs 5 premiers matchs de PL, les 5 victoires. On s'est dit, c'est encore un gros candidat, bien sûr, à remporter le championnat. Puis depuis, c'est complètement fou. Ce qui se passe quand même du côté de Liverpool, c'est surréaliste. Bref, on continue, les gars. On va parler d'autres clubs en Angleterre. C'est vrai qu'on a parlé longtemps de Liverpool, parce que voilà, ce qui s'est passé avec ça, là, tout ça, c'était obligé qu'on en parle. Tiens, City, les gars, joue contre Sunderland. Sans souci. Pour City, 3-0. Ruben Dias, Vardiol et Phil Foden ont été les 3 buteurs différents de cette équipe. Donc tiens, Phil Foden, gros match. Donc il a été buteur et passeur D lors du match. Donc ces 3 derniers matchs, Sunderland, donc buteur, passeur D, Fulham doublé, Leeds doublé. Voilà, on a l'impression de retrouver ce joueur saison dernière. On n'a pas vu la saison. Il y a 2 ans, c'était lui le meilleur joueur de la saison. Un peu comme Salah, les gars, où les 2 joueurs, Phil Foden, meilleur joueur de la saison, enfin il y a 2 ans. La saison suivante, les gars, c'est une catastrophe. Et Salah, c'est à peu près pareil, meilleur joueur saison dernière. Et là, pour l'instant, c'est une catastrophe. C'est la même chose avec Phil Foden, mais là, cette fois-ci, il revit, on va dire, sur la 2e saison après qu'il avait été élu meilleur joueur du côté de l'APL. Cherki aussi, festival, Ryan Cherki, il a fait une passe D en mode coup du foulard. Magnifique, là c'est bien pour le but du 3-0, but de Phil Foden de la tête. Phil Foden, lucarne rentrante de la tête, mais Cherki passeur D comme ça. Et Pep Guardiola dit, je n'ai jamais vu Messi faire un centre comme Cherki a fait aujourd'hui. Messi est le meilleur joueur de tous les temps, mais jamais je n'ai vu de centre pareil. Il a un petit peu fait il avait tenté aussi un coup comme ça avec l'équipe de France, un coup du foulard, sur une passe, mais là c'est un centre bien sûr en plus millimétré, donc magnifique geste bien sûr. Et Cherki réagit à son coup du foulard, c'est une journée de boulot. Voilà ce qu'il a pu dire. Ryan
Cherki qui a fait régaler, on va dire, les supporters de Manchester City. Et Cherki qui est impliqué sur un but toutes les 59 minutes avec Manchester City. En tout, il a joué 649 minutes depuis son arrivée. Il a mis 4 buts, 7 passes D. Donc en gros, il est décisif soit un but, soit une passe D toutes les heures de jeu à peu près. C'est pas mal. Hein. Voilà, des très belles stats bien sûr pour Ryan Cherki. On va parler d'Arsenal qui réalise la très mauvaise opération du week-end. Je regardais le match, surtout regarder la fin et j'ai rien loupé parce qu'ils ont surtout pris un but à la 95e. Il n'y avait plus rien. Il restait 1 ou 2 secondes à jouer. C'était la dernière action. Dès qu'Arsenal a récupéré le ballon, le match était fini. Il y a eu un partout. Dernière action, il marque ce but, Aston Villa. Et du coup, victoire de Villa 2-1 et du coup, défaite d'Arsenal. Hein. Ça relance un peu, oui, totalement le championnat bien sûr de Première Ligue. Et Aston Villa qui avait très mal démarré en début de saison, je crois que c'était dernier ou avant-dernier, au bout de 2 ou 3 matchs. Et depuis les gars, ils enchaînent. 7 victoires d'affilée et tout va bien actuellement du côté d'Aston Villa. Ils sont actuellement, je crois, 2 ou 3e de Première Ligue. Donc tout va bien du côté de cette équipe. Tottenham contre Brentford, 2-0 pour Tottenham. Donc Richarlison et Xavi Simons. Tiens, Xavi Simons, buteur les gars, il a inscrit son premier but sous les couleurs de Tottenham. Après 19 matchs disputés, enfin buteur, le néerlandais. Et pour la première fois buteur avec son nouveau club, le milieu offensif a également délivré une passe D. Il a été buteur et il a passeur D pour le but de Richarlison. Chelsea 0-0 du côté de Bournemouth, où Semenyo, un joueur qui risque de partir peut-être en janvier, et ben il a marqué mais son but est annulé par rapport à la VAR. Et côté Chelsea, donc ils n'ont pas marqué, en plus ils ont perdu leur attaquant Liam Delap qui s'est blessé, je sais pas trop, peut-être à l'épaule, j'en sais rien. Oui, il est sur à l'épaule, donc il sera absent 6 à 8 semaines. Donc là, s'il va jusqu'à 8 semaines, c'est 2 mois, il reviendra quasiment février-mars. Voilà, donc on lui souhaite un très bon rétablissement. Les autres résultats, tiens, on peut parler d'Everton qui s'est imposé 3-0 face à Nottingham Forest. La victoire de Newcastle 2-1 contre Burnley, une victoire qui leur fait du bien. Brighton contre West Ham 1 partout. Palace s'est imposé 2-1 Fulham. Ce soir reste Wolverhampton qui n'a toujours pas gagné. Wolverhampton, les gars, c'est que des défaites à part de nuls. Voilà, de nuls, ils ont 2 points. Donc ils reçoivent Manchester United. Donc voilà, pour Manchester, il va falloir bien sûr s'imposer. Eux qui, je crois, sur 2 victoires d'affilée, Manchester. Voilà, donc c'est le match de ce soir. Et à noter que James Maddison va commenter un match de Manchester. En effet, l'actuel joueur de Tottenham sera consultant à côté de Jimmy Carragher pour le match ce soir. Wolverhampton contre Manchester United. Donc James Maddison commentera le match, alors qu'il joue lui du côté de Tottenham. Concernant le classement, donc Arsenal réalise la très mauvaise opération vu que surtout City, Aston Villa et Crystal Palace se sont imposés ce week-end. Donc Arsenal reste à 33 points, mais City revient à 2 points derrière. N'oubliez pas qu'il y avait 6-7 points d'écart il y a quelques semaines. Maintenant, il n'y a plus que 2 points d'écart. Ça a fondu l'écart avec Arsenal par rapport à City. Donc Aston Villa 3e. Donc Chelsea 5e, fondu sur place. Chelsea ils ont enchaîné là quelques mauvais résultats. Donc Liverpool 9e, très loin. Tottenham 10e, Manchester United 12e. Donc Manchester 22 points. Ils peuvent, donc là, s'ils gagnent aujourd'hui, ils peuvent passer de 22 à 25. Donc ils peuvent monter à la 6e place. Ils peuvent gagner 5 places Manchester en cas de victoire ce soir. Voilà, c'est un match très important. Et Wolverhampton, je dis 2 points gagnés. Ils ont déjà 8 points de retard sur l'avant-dernier. Il y a 10 points pour Burnley et 2 seulement pour Wolverhampton. Il faut gagner. Il n'y a toujours aucune victoire pour Wolverhampton au bout de 14 matchs. Déjà 29 buts encaissés, moins 22 en différence. C'est une catastrophe. On continue avec les autres championnats. La Liga et on commence avec le Real Madrid. Cauchemar pour le Real Madrid. Catastrophe pour cette équipe. Vraiment soirée catastrophique. Ils ont pris des rouges, ils ont perdu le match, ils ont eu un joueur cadre blessé. C'est une soirée noire pour le Real. Donc défaite 2-0 face au Celta Vigo. Donc Berg a été auteur du doublé. Donc côté Real 2 rouges. Donc Fran Garcia et Carreras, 2 défenseurs gauche, les 2 ont pris rouge. Donc voilà, c'est ça pas fort du côté du Real. Donc le Real Madrid n'avait plus perdu par 2 buts d'écart au Bernabéu depuis 2019 hors Barça. Son le FC Barcelone. C'était depuis 2019, c'était en mai 2019, c'était le Betis Séville qui s'était imposé par 2 buts d'écart du côté du Bernabéu. Ça faisait 6 ans, ils n'avaient pas perdu par 2 buts d'écart. Si on enlève bien sûr le Barça, qui est venu par exemple s'imposer 4-0 la saison dernière au Bernabéu. Et c'est vrai que le Real Madrid n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs de Liga. La victoire mercredi dernier contre Bilbao 3-0. Et ça a été peut-être l'éclaircie par rapport à cette série catastrophique. Et là, ils ont perdu beaucoup. Eux qui avaient pas mal de points d'avance sur le Barça. Il y a encore après le Classico qui s'est joué en octobre dernier. Et là, ils ont perdu beaucoup de points, des nuls, une défaite. Voilà, donc ça va pas fort. Et c'est vrai qu'on se dit actuellement, est-ce que c'est déjà l'heure de la fin pour Xabi Alonso? Real, il arrivait quand? Il arrivait au mois de juillet, parce qu'il avait été là pour la Coupe du Monde des clubs, bien sûr. Et il est très menacé, les gars. Avec les résultats comme ça, c'est pas bon. On sait que Pérez, les gars, il est très exigeant. Pérez, c'est le président du Real. Attention, donc là, il y a encore un match là, pour le Real Madrid cette semaine en Ligue des Champions.
C'est un mauvais résultat, ça va sentir très très mauvais, bien sûr, pour Xabi Alonso. Bon, Xabi Alonso, après la défaite face au Celta hier soir, donc lui, surtout, il n'a pas aimé l'arbitre. Je n'ai pas aimé la prestation de l'arbitre. Ses décisions nous ont rendu fous avec des cartons rouges, tout ça. Vraiment, pour lui, c'est l'arbitre le coupable, en gros, de cette défaite. Et regardez, il n'y a pas que Xabi Alonso, les joueurs aussi, les Madrilènes furieux après l'arbitre, après la rencontre, dès que le match était sifflé. Donc Bellingham, Vini, on peut les voir rester autour de l'arbitre pour lui dire, en gros, il y a même un agent de sécurité qui est parti protéger l'arbitre tellement que il lui mettait la pression. Voilà, Vini, tout ça, Jude Bellingham par rapport à son arbitrage qui n'a pas été bon pour l'arbitre hier. Et des sifflets extrêmement forts pour l'arbitre au Bernabeu. La foule cria Fuera, Fuera, en gros, ça veut dire dehors, en gros dehors. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on sait qu'en plus avec le Real et l'arbitrage, il y a souvent polémique. Et là, ça va encore faire beaucoup parler, bien sûr, la prestation de cet arbitre. Donc carton rouge pour Fran Garcia, parce qu'il perd 1-0 et puis ils prennent rouge à la 65e minute du match. Et l'autre rouge, les gars, c'est Carreras. Il a pris rouge en toute fin de match. Et tu es si mauvais, en gros, là, chez Carreras, l'arbitre, résultat carton rouge. Le Real finit à 9 et encaisse un deuxième but. Voilà ce qu'il a dit, en gros, Carreras à l'arbitre, tu es si mauvais. Du coup, l'arbitre lui a mis rouge. Après, il y a des arbitres, les gars, des arbitres laissent passer, ils peuvent mettre jaune. Bon, il a pris rouge, lui, Carreras, parce qu'il lui a dit qu'il est si mauvais. Voilà, il a été quand même fort, comme l'arbitre. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui disent des fois avoir pire l'arbitre et qui ne prennent pas rouge. Donc Carreras, en tout cas, lui, il a pris rouge en fin de match. Et donc, il y a eu des rouges, il y a eu surtout un blessé aussi. Militao, les gars. Militao, les gars, blessure. Et c'est une blessure qui ne sent pas bon du tout, les gars. Il pourrait être absent 3 mois. Les tests seront effectués, j'ai pu entendre, il serait blessé au tendon d'Achille. Le tendon d'Achille, c'est derrière le pied. Si c'est une rupture du tendon d'Achille, les gars, c'est 1 an. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, personnellement, je l'ai eu, un tendon d'Achille, il y a au moins 8-9 mois d'indisponibilité, ça fait très mal. Je ne sais pas c'est quoi, mais si c'est ça, les gars, Militao, on ne rejouera pas, il est forfait, on peut dire, pour la Coupe du Monde. Donc pour l'instant, il va passer des tests aujourd'hui. Là, il parle de 3 mois. Donc ça, c'est une catastrophe. Je dis, il y a des cartons rouges, il y a Militao qui s'est blessé, il y a la défaite. Soirée noire pour le Real. Bon, il y a une équipe, elle, qui fait qui a dû savourer, bien sûr, cette défaite du Real. C'est le Barça, bien sûr. Le Barça, du côté du Betis, c'était quand? C'était samedi, ce match. Et le Barça s'est imposé 5-3. Donc là, il y a eu 8 buts. Bon, beaucoup de buts encaissés. Le Barça, ça va prendre beaucoup de buts cette saison. Il va falloir modifier ça, mais ils en marquent beaucoup. Et du coup, 5-3. Donc Ferran Torres, triplé, Bardi est buteur. Et aussi Lamine Yamal sur penalty. Et du coup, belle victoire, bien sûr, du Barça, qui perdait 1-0. Après, ils ont mené 5-1 dans le match. Après, ils se sont fait un peu peur, oui, parce que c'est revenu à 5-3. Mais le Barça s'est imposé. Donc, concernant des joueurs bons, donc Pedri, donc double passeur décisif face au Betis. Donc, ces 2 dernières titularisations, donc double passe D face au Betis, passeur D face à l'Atlético. Voilà, on retrouve le Pedri, bien sûr. Lui qui avait été blessé pendant 1 mois et demi. Il est revenu là sur les 2 derniers matchs titulaires et voilà, il était très très bon. Lamine Yamal également buteur face au Betis, donc buteur sur penalty. Donc, cette saison, c'est 17 matchs, 8 buts et déjà 12 passes D. Donc, déjà décisif 20 fois en 17 matchs, Lamine Yamal. Et à 18 ans et 146 jours, Lamine Yamal devient le plus jeune joueur à atteindre les 20 buts dans les 5 gros championnats européens. Donc il n'est pas 20 buts là sur cette saison. Donc là, il a 8 buts. Après, c'est toute compétition confondue. On rajoute également la Ligue des Champions et tout. Mais en tout, depuis qu'il a commencé sa jeune carrière en Liga, donc il a déjà marqué 20 buts. Voilà, depuis ses premiers pas avec le Barça. Depuis Jamie Greaves, donc avec Chelsea le 8 mars 1958. Lui qui avait marqué ses 20 premiers buts en championnat à 18 ans et 16 jours. Les autres résultats du côté de la Liga, on pourrait parler de qui? Il y a de l'Espagnol Barcelone qui s'est imposé 1-0 contre le Rayo. L'Atlético Madrid qui s'est incliné à Bilbao 1-0. Bilbao a perdu 3-0 face au Real. Bilbao qui recevra le PSG mercredi prochain, enfin après-demain là, en Ligue des Champions. On va parler de Girone, les gars, qui a pris 3-0 à Elche. Girone, les gars, ça a été une semaine catastrophique. La semaine dernière, élimination Coupe du Roi contre une D3. Milieu de semaine dernière, grosse défaite face à Elche, 3-0, donc c'était c'était hier, en début d'après-midi ce match, et pourtant l'équipe catalane avait tenu le Real Madrid 1 partout lors des 2 matchs avant cela. Donc voilà, concernant cette équipe. Concernant le classement, donc le Barça reste en tête et le Barça réalise la très bonne opération vu que le Barça s'est imposé, vu que le Real Madrid et l'Atlético Madrid s'est incliné. Villarreal, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'eux, mais Villarreal, je les cherche, ils ont gagné 2-0. Villarreal garde le rythme, on va dire, mais voilà, n'oubliez pas que le 26 octobre dernier, le Real Madrid comptait 5 points d'avance sur le Barça après le Classico, ils ont gagné 2-1 et 5 points d'écart entre le Real et le Barça. Et le 7 décembre prochain, on va dire 1 mois et demi après, le Barça compte maintenant 4 points d'avance sur le Real. C'est-à-dire que le Real Madrid a perdu en gros 9 points par rapport au FC Barcelone sur 1 mois et demi. C'est énorme, 9 points. Et voilà, du coup là, ça a totalement changé la donne, bien sûr, dans cette Liga. On continue cette fois-ci du côté de l'Italie. L'Inter joue contre Como. L'Inter s'est imposé 4-0. Martinez, Thuram, Çalhanoğlu et Augusto ont été les 4 buteurs différents de
de cette belle victoire voilà, pour l'Inter. Pourtant, Como, c'est une belle équipe, mais là, ils ont eu du mal. Du côté d'Inter, Naples contre la Juve, une grosse affiche, et c'est Naples qui s'est imposé 2-1. Yildiz a été buteur côté Juve, mais il y a eu un grand Ojlund, Rasmus Ojlund, qui a inscrit le doublé côté napolitain. La victoire de Cagliari 1-0 contre l'AS Roma. C'est les Capri rouge, ce qui a pénalisé bien sûr cette équipe de Rome en fin de rencontre. Les autres résultats, la Lazio a fait un partout contre Bologne et l'AS Vérone s'est imposé 3-1 contre l'Atalanta. Notez ce soir 3 matchs, dont l'AC Milan qui se déplace à Torino. On parlera de ces résultats bien sûr demain. Et le classement du coup, Naples reste en tête avec un point d'avance sur l'Inter et l'AC Milan 28 points. Donc l'Inter, enfin l'AC Milan plutôt si s'impose, pourrait être leader ex aequo avec Naples. Il va falloir gagner un sort du côté du Torino. Donc la Juve 7ème ou par exemple l'Atalanta 12ème actuellement de cette série. Et la Fiorentina toujours dernière, toujours 0 victoire, c'est la seule équipe qui n'a toujours pas gagné du côté de l'Italie. Du côté de l'Allemagne, le Bayern, tiens, on commence avec eux, ils jouent contre Stuttgart et victoire 5-0 du Bayern Festival. Donc Lemmer, Stanisic ou même Harry Kane triplé. Voilà, donc il a commencé remplaçant Harry Kane, il a un peu soufflé, il est entré en jeu à la 60e, il a joué 30 minutes, mais voilà, en l'espace de 30 minutes, mais il a marqué 3 buts Harry Kane. Donc victoire 5-0 bien sûr du Bayern Munich. A noter que Mikel Olise a été patienté dans le match. Le Borussia Dortmund joue contre Hoffenheim, victoire 2-0 de Dortmund, Brandt et Scotterbeck, joueur qui risque de partir l'été prochain. Il y a des clubs comme le Real ou le Barça intéressés, mais en tout cas il était buteur, le défenseur allemand. Les autres résultats, on pourrait prendre qui? Tiens, la victoire de Leipzig 6-0 contre Francfort. Carton, la défaite de Bayer Leverkusen 2-0 du côté d'Augsbourg lors de ces matchs. Et le classement, donc le Bayern Munich, voilà, prend le large de toute façon de Bayern. Là, on pense que la Bundesliga elle est déjà pliée, bien sûr. Il y a déjà 8 points d'avance avec Leipzig deuxième. Voilà, on passe de 29-28 et après 23 points Leverkusen qui a gagné, bien sûr, le championnat. Bon, c'était l'année dernière, oui, l'année dernière. Donc, du coup, là, non, c'était il y a 2 ans. Non, c'était il y a 2 ans, bien sûr. Donc, ils sont totalement décrochés, bien sûr, le Bayer Leverkusen. Les autres championnats, donc, là, on a fait le tour sur les 5 gros championnats. Tiens, rapidement, du côté du Portugal. Donc, on avait parlé samedi du match, vendredi soir, du Benfica contre le Sporting. C'était le derby, un partout. Et Porto réalise la très bonne opération. Parce que j'ai joué hier soir, Porto a gagné 2-0. Et du coup, Porto, les gars, 37 points. Et bien, ils creusent l'écart avec le Sporting et le Benfica. Voilà, Porto, c'est qu'on réalise la très bonne opération, c'est le week-end parfait. Ils voulaient un nul entre les deux là et eux ils ont gagné. Donc parfait bien sûr pour l'équipe du FC Porto. Du côté de la Turquie, donc le Galatasaray s'est imposé 3-2. A noter que ce match a beaucoup fait parler parce qu'en toute fin de match, il y a un joueur du Galatasaray qui a touché le ballon totalement de la main dans la surface et l'arbitre n'a rien dit. Il y avait 3-2, c'était à la 90e. Il y aurait dû avoir penalty pour Samuel Sport. Peut-être ils auraient égalisé. L'arbitre n'a rien dit, ça fait beaucoup parler parce qu'il y a totalement penalty. Bon. Il s'en sort bien avec la victoire 3-2. Donc, par exemple, les autres cherchent le Fenerbahçe qu'on fait un partout. Ça, c'est un mauvais résultat pour le Fener. Parce que le Galat, du coup, prend 2 points d'avance sur Trabzonspor et 3 points d'avance sur le Fenerbahçe. Du côté du championnat néerlandais, les résultats du week-end, on pourrait prendre qui? Tiens, le Feyenoord à 6-1, donc la carton. Le Ajax s'est imposé. Il ne gagne pas beaucoup de matchs cette saison, l'Ajax. En tout cas, ils ont gagné là contre Fortuna ce week-end et PSV s'est imposé également 2-0. Et le classement, le PSV devant le Feyenoord. L'Ajax est actuellement la 4e position. Du côté du championnat belge, donc il y a l'Union Saint-Gilloise qui reçoit l'Olympique de Marseille demain, en Ligue des Champions demain mardi. Il joue contre la Gantoise partout entre ces deux équipes. Le club Bruges, ça a incliné 3-2 du côté de Saint-Trond, ou par exemple on pourrait prendre qui? Anderlecht a pris 4-0 à Westerlo, la grosse défaite d'Anderlecht. Et le classement, donc c'est toujours Union Saint-Gilloise, c'est un futur adversaire de l'OM qui est toujours en tête de ce championnat. Du côté de l'Arabie Saoudite, on pourrait prendre l'équipe de Cristiano Ronaldo, Al Nasser, il joue contre Al-Khalej. Victoire 4-1 de l'équipe d'Al Nasser, la victoire aussi d'Al Hilal 2-1 ou la victoire de Karim Benzema d'Al Ittihad 2-1 ou même 2-1 aussi pour Al Ahly, beaucoup de 2-1 et tous les gros ont quasiment gagné lors de cette journée du côté du championnat saoudien. Et Al Nasser a toujours en tête, 9 matchs 9 victoires. Ils ont tout gagné, 27 points pris sur 27 possibles. Donc devant Al Hilal, 23 points. Donc Al Ahly 4e et Al Ittihad 7e, bien sûr, l'équipe où joue un certain Karim Benzema. On continue en direction des États-Unis parce qu'il y avait bien sûr la finale de la MLS. C'était entre l'Inter Miami et Vancouver Whitecaps. C'était la finale de la MLS. Et du coup, l'Inter Miami s'est imposé 3-1. On peut voir les buteurs de Ocampo, un but contre son camp. Rodrigo de Paul, buteur, le joueur argentin. Et Haaland. Voilà, Haaland, l'attaquant là qui marque pas mal de buts. Il y en a Haaland bien sûr à City, mais il y en a un autre aussi à Miami qui marque beaucoup. Et du coup, victoire 3-1 bien sûr de l'Inter Miami, du coup qui remporte la MLS pour la première fois. Jamais ils avaient remporté la MLS pour ce club
qui est jeune, hein, l'Inter Miami, ça a été créé il y a quelques années. Et là, il remporte le plus gros trophée que tu peux remporter en gros aux États-Unis. Donc félicitations bien sûr à cette équipe. Donc Messi les gars, parce que voilà, on parle beaucoup de cet Inter Miami parce que Messi il joue. Et ben il a remporté ce prix et bien sûr il a été élu aussi meilleur joueur de la saison MLS. Il a fait une saison exceptionnelle. Léo Messi, comme j'ai dit les gars, s'il fait une belle Coupe du Monde, attention, hein, il pourrait pourquoi pas les rafler un nouveau Ballon d'Or. S'il y a le Mondial, il fait une magnifique Coupe du Monde. Ce sera le grand favori. Vu la saison qu'il a fait en MLS, après oui, hein, ils vont dire que le niveau des MLS est très moyen. Peut-être, mais en tout cas, les gars, il a fait une saison exceptionnelle. Hein. Léo Messi finit meilleur joueur de la saison. Des stats de fou. Hein. 47 buts et 30 passes D. 47 buts, 30 passes D, les gars. 47 buts, 30 passes D. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les stats sont totalement folles, hein, pour Lionel Messi sur cette saison. Voilà, donc comme j'ai dit, il a fait une saison de fou. S'il y a la Coupe du Monde gagnée, avec l'Argentine, il aura certainement de nouveau le Ballon d'Or. Hein. Donc 48e trophée, donc cette MLS. Hein. Donc le 49e pour être peut-être la finalissima qui jouera avec l'Argentine face à l'Espagne, ça sera en mars prochain. Et peut-être le 50e trophée de sa carrière s'il gagne bien sûr la finalissima pour être la Coupe du Monde. C'est peut-être le 50e trophée potentiel pour remporter collectif bien sûr. Donc voilà, hein, c'est fou bien sûr. Lionel Messi. Hein. À noter que les gars, c'était le dernier match aussi de la carrière de Jordi Alba et Sergio Busquets. Hein. Les deux avaient dit qu'à la fin de la saison, donc là c'est fini, il n'y a plus de match, hein, pour l'Inter Miami. Prochain match sera la première journée de la future saison, ça sera février. Voilà, pour l'instant là c'est la trêve. Voilà. Donc c'était le dernier match des deux, ils arrêtent leur carrière. Ils ont dit qu'ils arrêtaient à la fin de cette saison. Donc voilà, magnifique carrière bien sûr pour les deux. Busquets et bien sûr Jordi Alba qui ont tout gagné bien sûr dans leur carrière. Et Thomas Müller a perdu son 4e match face à Messi en carrière. Hein. Donc l'Allemand mène quand même 7-4 parce que souvent ils sont affrontés. Mais là en tout cas parce que Thomas Müller joue maintenant à Vancouver, donc il a perdu la finale 3-1. Bon, il gagne toujours 7-4 par rapport à l'époque au Bayern face bien sûr à l'équipe du Barça qui a souvent battu le Barça. Thomas Müller, a noté que Thomas Müller c'est les pousser un petit peu la barbe. Hein. Le joueur allemand. Lui aussi, maintenant, c'est la trêve, hein, pour lui. Et on finit juste avec l'équipe de Neymar Santos, hein, qui jouait hier soir contre Cruzeiro. Et Santos s'est imposé 3-0, les gars. Et ça y est, Santos est officiel, se sauve de la relégation. Je jouais le maintien jusqu'à la fin. Et ça y est, Santos de Neymar, les gars, sur son maintien en championnat du Brésil. Santos est même qualifié pour la Copa Sudamericana, la Ligue Europa, mais sud-américaine. Voilà, donc félicitations à l'équipe de Santos qui jouera la saison prochaine dans la première division, bien sûr, brésilienne. Et Neymar, les gars, fait le tour du stade et vise ce maintien avec Santos comme une victoire en Ligue des Champions. Il a fait le tour. Il y a encore quelques semaines, il se faisait insulter. Voilà, il se recevait des critiques, bien sûr, des insultes des supporters. Et là, vu qu'il a été très bon sur les derniers matchs, qu'il a voulu jouer blessé, hein, Neymar, et ben du coup, voilà, hein, les supporters le remercient par rapport au maintien bien sûr de Santos. Et Neymar va quand même se faire opérer pour sa mission ultime, la Coupe du Monde. Je vais oublier le football pendant les 10 prochains jours. Après, je ferai l'opération que j'ai besoin de faire. Voilà, donc là, il va déjà souffler. Et parce que là, c'est la trêve. Hein, prochain match, un peu comme aux États-Unis, ça a recommencé, on va dire. Février-mars, hein, la saison bien sûr au Brésil. Hein. Donc là, il dit que c'est le moment de se faire opérer en gros. Donc il va se faire opérer. Puis j'ai une dernière mission, le mondial bien sûr qu'il souhaite disputer. Si je serai apte, hein, je le suis toujours, j'attends juste qu'on m'appelle. Voilà, c'est son objectif bien sûr. Voilà pour Neymar, on espère qu'il soit là pour la Coupe du Monde. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire. Je pense avoir été complet sur tout ce qui s'est passé là sur le week-end dernier. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain. N'oubliez pas que c'est une semaine de Coupe d'Europe. Il y aura beaucoup de choses à dire demain, beaucoup de matchs de LDC. On parlera de tout ça demain. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.